Nous sommes dimanche 11 août 2024, fidèle au poste. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Forums des médias, votre émission, l'émission des ultra-patriotes, l'encyclopédie des émissions politiques en République démocratique du Congo, émission à Mikolo, émission à Bas-Cerveau. Toutes ces qualifications ne viennent pas de moi, ça vient de vous. Vous qui nous suivez, vous qui nous demandez de faire encore davantage, et nous nous sentons de plus en plus investis dans cette mission patriotique de vous informer objectivement. Merci en tout cas de toutes les suggestions, recommandations et surtout de toutes les critiques qui sont en tout cas à mon avis constructives. En séjour médical en Belgique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé le mardi 6 août dernier, vous l'avez sûrement suivi, une interview exclusive à Top Congo. Et ce soir, les analystes vont passer au pain de fin les grands axes de la vie sociale que le chef de l'État a abordé lors de ses échanges avec les chevaliers de la plume, de l'économie à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, en passant par la révision constitutionnelle. Le chef de l'État a été on ne peut plus clair. Thérèse Kayikwamba, la chef de la diplomatie, dénonce une nouvelle violation de cessez-le-feu et une violation également de la trêve humanitaire négociée par les États-Unis. Malgré ce cessez-le-feu, le M23 a encore gagné du terrain. Il se retrouve en ce moment dans 3 localités dans les territoires de Rutshuru. Et nous allons également aborder l'extrait du Conseil des ministres qu'a tenu le président de la République quand il a regagné le pays, et beaucoup de sujets ont été abordés, notamment la vie chère en République démocratique du Congo. Voilà, Madame, Messieurs, les décors est donc planté. Ils sont là, les analystes ultra-patriotes, ils sont là. Ils vont vous servir un plat consistant. Je vous demande de vous tenir confortablement car vous allez bien manger, comme vous en avez l'habitude d'ailleurs. Monsieur Manganga Mayele, Mayele, vous allez bien, bonsoir. Très bien, merci beaucoup. Après 2 semaines d'absence, je retrouve le plateau de Forum de médias. Je voulais bien saluer avec chaleur mes co-débatteurs. Nous venons également d'une grande matinée politique au Parti lumumbiste unifié. Nous sommes dans le préparatif de fêter les 60 ans d'existence du Parti lumumbiste unifié, créé le 22 août 1964 par le vénérable et immortel Antoine Gizenga de heureuse mémoire. Et nous, les lieutenants nés de ces cuisses politiques, on s'attelle pour l'honorer encore beaucoup plus en maintenant son œuvre, le Parti lumumbiste unifié, le 24 août. Je vous invite tous, chers co-débatteurs, Madame coordonnatrice, si vous nous honorerez par une présence physique à Bouma le 24, et le 22, nous sommes au studio Mamangebi pour parler science avec les journalistes et les savants du Congo. Gizenga, les Palous, fait partie de l'histoire congolaise. Merci beaucoup pour l'invitation. Madame Mami Ambongo, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, vous allez bien? Oui, ça va. Oui, on vous a lancé l'invitation, hein, vous serez là. Hein? Oui, je voudrais rassurer au secrétaire général que je serai de la partie parce que moi, tout ce qui concerne science m'attire beaucoup. Et comme mon sandwich, bon, je profite pour saluer les nombreux téléspectateurs qui restent scotchés sur leur fauteuil et se donnent la peine de nous suivre pendant 1h30. Merci à vous, merci aux co-débatteurs. Et mon petit sandwich, c'est à 2 volets. Je pose simplement la question au gouverneur qui vient d'être investi. Vous avez pris trop de temps, hein. C'est ce que le président déplore. Hein. Des petites choses, mais qui prennent beaucoup de temps. Maintenant que vous êtes investi, je vous souhaite un bon boulot, mais la question que je vous pose d'emblée, monsieur le gouverneur, à quand l'inauguration du marché moderne
parce que les marchés pirates pilulent dans la capitale. La capitale devient de plus en plus sale et nous sommes la ville la plus sale du monde. Vous voyez que vous avez du pain sur la planche. Donc faites tout pour inaugurer le grand marché afin que nos compatriotes réoccupent ce marché et je crois que ils pourront libérer les espaces publics qu'ils occupent. Et deuxième volet, madame... C'est pourquoi il a fait recours au génie civil. Oui, en tout cas, le plus tôt serait le mieux, parce que la ville est tellement sale. Et ça fait honte, vous voyez. Nous sommes propres, mais nous habitons une ville qui n'est pas propre. Et deuxième volet, c'est souhaiter un bon rétablissement. Madame, Monsieur Herry n'est pas là. Le colonel non plus n'est pas là. Le colonel a connu un accident. Je compatis avec lui. Et Monsieur Herry, je sais que tu es en train de nous suivre maintenant. Bon rétablissement. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Luc Kaka, bonsoir. 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 Vous allez bien, hein? Tout va bien, bonsoir. Vous avez un petit sandwich. Je sais que je n'ai pas posé la question pour les sandwichs. Vous n'en avez pas, hein? Si vous n'en avez pas, attendez le temps de votre parole. Ouais, c'était l'invitation avec les vénérables. Oui, allez-y. Merci infiniment. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue le co-débatteur. Je salue les Congolaises et Congolais qui nous suivent, les expatriés qui ont opté pour la seconde patrie, la République démocratique du Congo, ceux qui ne sont pas impliqués dans le folio, dans la recherche des terres du Congo. Nous vous saluons. Nous pensons que les Congolais vont requalifier leur marche. Requalifier la gestion de la cité, parce que l'État, sa gestion n'est rien d'autre que la gestion d'une collectivité, et les hommes qui gèrent l'État sont appelés les hommes d'État, et dans leur comportement, ils n'ont pas la gestion individuelle, ils ont que la gestion de la collectivité. La collectivité, l'intérêt général, c'est la somme des intérêts privés. Ce qui fait que l'intérêt général dépasse l'intérêt privé. Ça, c'est de 1. De 2, la vie chère en RDC n'est rien d'autre que la production locale. Ici, je suggère qu'il y ait campagne agricole, qu'on organise les paysans et que l'État congolais arrive à subventionner les producteurs ainsi que les paysans. C'est sur base d'une production que nous allons réduire la pauvreté et la vie chère. Parce que quand il y a une production organisée par l'État, subventionnée par l'État, les prix sur le marché n'auront pas d'impact. Mais si l'État ne s'engage pas, on n'est pas dans un État libéral à outrance, mais un État social pour son bien-être, doit subventionner la production et encourager la production locale pour que nous arrivions à améliorer nos conditions de vie. Merci beaucoup. Oui, comment vous allez... on m'a demandé si vous occupez quel poste au sein de l'UDPS. Je vais bien, merci pour l'invitation. Je suis vice-président de la cellule de l'UPEN. Au sein du parti. Voilà. J'ai opté de travailler à la base. Voilà. Monsieur Arsène est à la base. Voilà. En fait, c'est de là qu'il y a... C'est ça, en fait, l'identité même du parti. C'est la base qui certifie qui est et qui ne l'est pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez un petit biscuit? Mon biscuit, c'est parlant aussi de la base. Je pense à Alexis Guizar-Mouvouni, qui est parmi les grands mentors de la base du PEN, UDPS. C'est un homme qui soutient beaucoup le loyer d'ailleurs du siège dans lequel nous évoluons. C'est quelqu'un parmi tant d'autres qui s'est distingué en prenant beaucoup de combattants au niveau du ministère des ITPR. Il est parmi l'un des exceptionnels qui ont pensé à pouvoir valoriser
en fait, l'employabilité de beaucoup de combattants, bien sûr. L'employabilité dans la méritocratie. Exactement, dans la méritocratie en tout cas. C'est quelqu'un que nous jetons beaucoup de fleurs, avec aussi la qualité du travail qu'il est en train de mener au niveau du ministère des ITPR, malgré les difficultés. Mais c'est quelqu'un, dans la mesure des moyens mis à sa disponibilité, il a pu quand même se démarquer des autres, nous lui jetons des fleurs. Voilà un peu ça, qui se bat quand même pour Kinshasa zéro trou. Et nous espérons, et nous sommes dans le positivisme. Il aura un autre slogan, parce que zéro trou, en tout cas, on nous a laissé avec 1000 trous. Zéro trou, c'est la vision qui nécessite les mesures d'application pour l'atteindre. Et une vision qui nécessite des mesures d'application nécessite aussi l'adhésion de tout le monde. Parce que l'État n'est pas l'affaire d'un individu. L'État, c'est l'affaire de la collectivité, comme venait de le dire M. Lokaka. C'est par des mesures d'application et des facteurs de production qu'on doit combiner pour arriver à la vision donnée. Je crois que zéro trou n'est pas que seulement un slogan, parce que nous voyons quand même de ce qui est fait, des trous être... Il y a l'avenue Ngouma. C'est l'exemple parmi tant d'autres. N'eût été le passage du président de la République. Non, mais c'est ça que les gens disent. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Quand il faudrait engager les moyens de l'État, il y a des niveaux d'approbation à tous les niveaux. Donc, point de notre côté de venir accuser X ou Y, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui font des efforts dans la mesure de la circonscription de leur pouvoir pour pouvoir améliorer des choses. Et j'aimerais bien vous dire que le ministre des ITPR en fait partie, j'assume bien mes propos, parce que le résultat, c'est bien connu. Si vous voulez qu'on organise une émission où on va faire les bilans de cet homme, je ne suis pas gêné, on peut toujours le faire. Donc je ferme vite la parenthèse pour continuer avec un dernier, je crois, de mes petits biscuits. C'est par rapport... Vous dites? Tu en avais un sachet. En fait, c'est un peu ça. M. Ngambi trouble beaucoup. En fait, je pense aux compatriotes de l'Est pendant cet instant et j'en appelle à la conscience des dirigeants, les uns et les autres, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans la société civile et ceux qui sont au pouvoir. Nous allons en parler tout à l'heure parce que le président de la République a évoqué ça aussi. Exactement. Lors de ces échanges ou de cette interview exclusive. Oui, monsieur Gandhi, comment vous allez? Tourmenté. Oui, pourquoi les gens ne cessent de me poser la question si vous êtes de la même famille avec Kengo Adondo? Ben, je ne sais pas. Ça m'arrive souvent quand je suis sur une terrasse, Bandal, partout où je passe. C'est la même chanson. Vous êtes souvent à Bandal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Quand il me voit, il pense à Kengo Adondo. Oui. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis tourmenté. Oui, allez-y. Ouais. Et puis, votre biscuit. Je suis dans la tourmente, comme le pays. Notre pays est dans la tourmente actuellement. Le pays vit un désordre jamais connu ces dernières années. Des bandades dans les partis politiques, notamment à l'UDPS, qui est le parti phare de la République démocratique du Congo. Incompréhension au sein de ce parti politique qui est censé gérer et donner des directions aux gouvernants. Et ils se battent entre eux pour le poste, alors qu'il fallait se battre pour le pays, pour la population qui vit des situations très difficiles. Pendant ces temps-là, le peuple, nos populations croupissent dans la misère, où les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont pas trouvé de la potion magique pour sortir notre peuple de ces méandres. La construction de certaines structures se trouve aux arrêts. Mais quand on regarde les routes, on peut être désolé, mais quand j'entends les propos de mon co-débatteur ici, qui ne cesse de lancer de louanges en direction du ministre des ITPR, mais c'est le jour et la nuit. Peut-être qu'il est dans la nuit. Ou alors c'est peut-être le peuple qui est dans la nuit. Puisque, certes, Ngouma, après que nous ayons, nous ici, et d'autres médias, parlé des difficultés qu'il y a au niveau des transports, on avait bien pointé Ngouma. Le président de la République est descendu sur le terrain. On a vu une évolution. Et l'évolution aujourd'hui de la construction de Ngouma est positive. Mais au-delà de Ngouma, allez à Kinshasa, allez à Barumbu,
aller à Cabinda, aller partout, des trous partout, des lacs partout, alors que ce n'est pas encore la saison de pluie. On ne peut pas vanter un ministre. Si c'est qu'il n'a pas de moyens pour pouvoir accomplir sa mission, il n'a qu'à démissionner. Mais il ne peut pas dire que je ne fais pas puisque je n'ai pas de moyens. Ça pose un problème. Donc il y a un problème. Des déchets partout, jonchent nos rues, nos avenues, etc., même dans les boulevards. Ça pose un problème. Et on met en avant un pays riche. On est riche en quoi? En minerais. Minerais à 80%, 90%. En bouteilles, en plastique. Ben oui, les minerais. C'est exploité par l'étranger. On a quoi? Autour des 10%. Si j'exagère, je dirais 20%. Les 80% des richesses ne nous appartiennent pas. Donc, c'est mauvais qu'on ait mis à l'esprit de nos jeunes, de nos esprits, en disant que nous sommes un pays riche. Mais pendant ce temps-là, on ne réfléchit plus puisqu'on sait que le pays est riche. Quand tu regardes la Corée du Sud, après la guerre de Corée, 50-53, la Corée du Sud n'a pas de matières premières. Ils ont la matière grise. Il fallait que nous, on change de discours. Tout à fait. Le discours doit être le discours. La première matière première qu'on a d'important, c'est le savoir. C'est le savoir. Mais nous, on est resté toujours de richesse des minéraux et des diamants. Les diamants commencent à disparaître. Demain, le cuivre va disparaître. Demain, vous savez que les matières premières que nous avons ici sur le sol, on en a au niveau de fonds marins, dans ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Ce sont des cristaux de verre au niveau des fonds marins qui renferment les mêmes produits que le nôtre ici, le cuivre, du manganèse, à très forte teneur. Faisons attention, revenons sur la matière réelle qui restera, une matière incommensurable, le cerveau, l'intelligence. Rentrons dans l'intelligence. Maintenant même qu'il y a l'intelligence artificielle qui commence à prendre la place des individus, on n'a pas peur. On reste dans le discours. Le Congo, pays solution. Pays solution pour qui? La solution, c'est pour les autres. Mais la solution de nos concitoyens, on n'en parle pas. Il faut trouver des solutions. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui et puis voilà, merci beaucoup, M. Gandhi. À l'émission Fièrement Congolais, j'ai l'habitude de dire, c'est vrai, Congo, pays solution. Mais nous devons avoir un peuple solution également. Oui. Parce que si le pays est solution, sans que le peuple ne soit solution, nous allons servir les autres. Ça, c'est mon discours dans Fièrement Congolais. Merci beaucoup. Voilà, nous avons tous suivi cette interview du chef de l'État. Nous allons demander à la réalisation de nous proposer un extrait pour que nous puissions ouvrir les hostilités. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème? Pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR.
C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça, la mixage, instaurer brassage, mixage. Niet, ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. Lorsqu'il s'agit de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, M. Ngambi, le président de la République, monte sur ses chevaux. Merci. C'est son rôle comme garant de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de notre pays et de son indépendance. Je crois que, premièrement, je suis rassuré par cette sortie que le président de la République a récupéré toutes ses énergies après un moment d'hospitalisation. Et donc, ça me rassure comme Congolais que notre leader va se mettre réellement au travail pour répondre aux différents défis de notre population. Cette détermination du président doit être soutenue par plusieurs éléments. Premièrement, par l'attitude de notre armée au front. Deuxièmement, ça doit être soutenu par une mobilisation tous azimuts de l'intérieur au niveau de la population. Parce que le Rwanda, depuis l'AFDEL, a créé le même schéma. C'est de mettre de par avant qu'on appellerait l'AFDEL, qu'on appellerait CNDP, qu'on appellerait l'histoire de Moutebou, si on l'avait appelé comment ça? RCD. RCD, c'est Robert Roy et les autres. CNDH. CND de Moutebou. CNDP. Après, c'est M23. Ouais. De manière que dans l'évolution, le Rwanda derrière, c'est une agression, mais le Congo a du mal depuis très longtemps de faire passer dans le niveau de la communauté internationale le concept d'agression reconnu et appeler le Conseil de sécurité à faire usage du chapitre 7 du traité des Nations Unies. Parce que le Rwanda se cache derrière les Congolais. Et nous-mêmes, des fois, nous tombons dans les approches un peu diverses. Tantôt, c'est une rébellion, tantôt, c'est une agression, tantôt, ce sont des Congolais. Et en fait, on n'a pas une ligne éditoriale de conduite de notre diplomatie. Est-ce qu'il s'agit-il d'un fait congolo-congolais, un fait de ceci? Ça pose un problème. Si notre armée ne pousse pas le M23, ok, tout ce qui est les marionnettes que le Rwanda utilise pour pouvoir vider le Rwanda de son discours en se réfugiant derrière tous ces marionnettes, ça aura un difficile et ça va prendre du temps. Parce que je sais qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas un appui consistant pour pouvoir répondre à une très longue guerre. La situation financière du Congo, le budget du Congo, il faut poser la question, est-ce que ça peut supporter une guerre pendant 10 ans? Est-ce qu'on est capable financièrement de soutenir une guerre pendant 15 ans? Parce que ça, c'est un schéma. Mais nous continuons, moi comme lumumbiste, je suis l'intégrité du territoire, la souveraineté de notre peuple. Ce sont là nos valeurs cardinales pour lesquelles nous combattons. J'aimerais que notre armée nous donne la joie. En récupérant un certain nombre de villages, en se comportant très bien au front, ça va bien accompagner la détermination du président de la République. J'aimerais que notre population se réveille également en termes d'une mobilisation pour soutenir son armée et pour soutenir ses institutions. Ça va créer une dynamique autour du pays et une pression sur Kagame, sur la communauté internationale, pour que les thèses que nous défendons soient acceptées au niveau de la sous-région et au niveau de la communauté
internationale. Là, vous parlez de la responsabilité de la population congolaise. Nous devons soutenir les FRDC et nous le faisons dans Bendele Kouyaté, tout pour la patrie. Vous avez... Je m'excuse, hein. C'est un front que vous appelez le front médiatique. Je n'utiliserai pas comme ce qu'a dit Gandhi dans le cadre de dire nous sommes riches. Ça, on est des fois folkloriques et on pense qu'on soutient. Je vois les gens avec des bandes en train de pleurer, en train de prier. On ne soutient pas une armée comme ça. On soutient une armée par la capacité de pouvoir mobiliser ce jeunes à pouvoir intégrer et aller se battre. On soutient une armée avec sa population en sentant une mobilisation, une solidarité et autour des forces armées et autour de ceux qui en subissent des préjudices. Combien de Congolais aujourd'hui, on parle de 7 millions de réfugiés? Quelle est la dynamique qu'il y a au Congo pour être solidaire avec tous ces peuples-là? Rien du tout. Et ça, si rien n'est fait autour de ça, il y aura petit à petit une sympathie vis-à-vis des mouvements insurrectionnels, des rebelles ou de quoi là, dans les zones contrôlées par eux. Parce qu'il n'y a pas une grande solidarité en termes d'une manière enthousiaste pour être solidaire avec ça. Dans tout le pays de guerre, voilà. La manière de soutenir une armée, c'est la capacité que les jeunes se mobilisent pour aller au front. C'est ça, soutenir une armée. Mais vous, au niveau des partis politiques, quel est le travail que vous faites avec vos membres au sein du parti politique par rapport à cette guerre? Comment vos membres, vous leur expliquez? Un parti comme le PALU, voilà. Mon parti politique. Et ça, c'est chaque jour. Je venais de vous dire que l'intégrité du territoire congolais, la souveraineté, la dignité du peuple congolais constituent des valeurs cardinales pour tout Lumumbiste. Et de surcroît, en Lumumbiste Palou. C'est pour ça que Gizenga s'est battu. C'est pour ça que Lumumba a donné sa vie. Et donc, je demande, c'est une demande. C'est aussi une façon de mobiliser les jeunes. De manière, enrôlons-nous ceux qui sont encore à l'âge pour aller nous battre. Jeanne d'Arc était une jeune fille. Mais quand le pays a été attaqué, elle n'a pas attendu prier, elle n'a pas attendu faire de ceci, mais monter sur un cheval pour aller battre, combattre et sauver son pays. Merci. On commence par nos enfants. Vous avez un garçon il a quel âge? Mon garçon de 19 va être dans l'armée. Oui, merci beaucoup. Madame Mami Ambongo, la situation reste toujours préoccupante, mais il y a des Congolais qui disent pourquoi le chef de l'État pense toujours à négocier, pas à négocier, mais à regarder en face Kagame au lieu de le regarder autrement. Merci beaucoup pour la question, madame. Concernant le point de presse que le chef de l'État a eu à faire avec un journaliste de la place, bon, moi, personnellement, j'aurais voulu que cette interview soit organisée par la chaîne nationale, la chaîne congolaise, qui est la première. Mais malheureusement, le chef de l'État donne une interview à une radio privée. Bah oui, c'est congolais, mais c'est une radio privée. Or, la primeur devait être réservée à la RTNC. Concernant la situation sécuritaire, madame, vous savez, ce problème de l'Est... on en parle et on en parlera toujours parce que l'Est du pays appartient au Congo. Et lorsque nous apprenons que 101 agglomérations ne sont plus contrôlées par le gouvernement congolais et que ces parties sont amputées et que c'est occupé par des mouvements rebelles, madame, ça fait mal au cœur. Et nous connaissons très bien les causes de cette guerre. Et concernant la sécurité, le chef de l'État dit, voilà, moi je dois parler avec jamais, il a dit jamais, il a répété 2 fois, jamais il va négocier avec le M23 ou l'AFC, parce qu'une rébellion, on la mate. On ne négocie pas avec les rebelles, parce que quand vous négociez avec les rebelles, vous devenez un peu faible, parce que vous devez céder certaines choses, le rapport de force n'est plus le même. Donc, ce n'est pas du tout plausible à un gouvernement élu de négocier avec une rébellion. D'où il faut la mater. Le gouvernement a cette tâche de mater cette rébellion. Parce que quand le chef de l'État dit qu'il ne peut pas négocier, qu'est-ce qu'il fait
pour qu'il puisse maintenir cette position de ne pas négocier. Mais au contraire, la trêve est violée, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Mais entre-temps, le chef d'État dit « je ne négocie pas ». D'où il faut utiliser la force. Moi, je suis d'accord avec lui, on ne peut pas négocier. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ne négocie pas? C'est ça la grande question, madame. C'est ça la grande question. Vous n'allez pas négocier, oui, mais qu'est-ce que vous faites? Alors la guerre sera Parce longue et populaire. qu'aucune bombe congolaise n'est tombée chez Kagame. Mais vous dites que vous n'avez pas négocié. Vous n'avez même pas attrapé. Est-ce qu'on a déjà montré à la télé que voilà, nous avons attrapé au moins 30 soldats rwandais? Si vous voulez qu'il y ait échange de prisonniers, libérez le pays. Nous devons quand même réfléchir comment faire. Comme fait l'Israël. On commence maintenant à brouiller par GPS. Nos avions commencent à connaître des problèmes. Au lieu d'atterrir à Goma, l'avion atterrit de l'autre. Vous voyez comment on est en train de jouer avec nous. Ça, madame, je ne sais pas comment dire, madame. Ce problème, non, madame. Le chef de l'État est en train de traîner pour rien. Alors qu'il doit démontrer que le Congo n'est pas un petit pays. Il doit utiliser la force. M. Ngambi dit tout à l'heure qu'on doit mobiliser les jeunes. J'ai appris qu'il y aurait des étudiants qui ont suivi des formations militaires. Pourquoi ne pas les larguer là-bas? Nous avons des jeunes ici qui déambulent. Pourquoi ne pas les prendre, les amener là-bas? Mais M. Ngambi a dit également, si on commençait cette guerre, est-ce que nous serions-nous prêts à pouvoir la terminer de sitôt? Madame Josette, nous avons cette capacité, pourvu que nous ayons la volonté de commencer cette guerre. Et cette guerre ne traînera même pas. La guerre ne traînera même pas. Puisque si vous bombardez seulement 2 villes rwandaises, mais Kagame sera contraint de chercher. Mais le président Tshisekedi pour négocier. Et même le cessez-le-feu sera respecté. Le cessez-le-feu sera respecté. Parce que c'est un cessez-le-feu à sens unique. Il n'y a que nous qui respectons le cessez-le-feu. Eux ne respectent pas le cessez-le-feu. Mais maintenant, dites-moi, face à cette situation où l'autre camp ne respecte pas le cessez-le-feu, nous respectons comme au cas Bazoba, et après nous disons que voilà, on ne va pas négocier. Eux prennent du terrain, eux avancent, mais vous respectez le cessez-le-feu. Madame, c'est bizarre. Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous voulons récupérer notre territoire. Mais soyons aussi conséquents des actes que nous devons poser, madame. Parce que nous sommes là en train de... Non, nous respectons le processus de Luanda, cessez-le-feu, neutralisation des FDLR, quoi ça il y avait 3 choses là. On doit respecter tout ça, mais nous sommes des dociles, nous respectons. Mais eux ne respectent rien. Ils disent que voilà... On a entendu pendant les procès, leur but c'est de venir ici à Kinshasa. Mais nous passons le temps à respecter le cessez-le-feu. Nous passons le temps à accepter que voilà, on va neutraliser les FDLR. Alors que le FDLR, on ne peut pas, ce n'est pas un problème congolais, madame. Le FDLR, nous savons dans quel contexte le FDLR est entré au Congo. C'est la communauté internationale qui devait résoudre le problème de FDLR. Nous portons ce problème, on en fait nôtre. Et là, maintenant, on donne des arguments à l'autre, à la partie adverse. Donc, on ne devait même pas tenir compte de ce problème. Le problème du FDLR, ce n'est pas le nôtre. Nous, notre problème, ce sont les soldats rwandais qui sont sur notre territoire et qui doivent plier bagage. Et quand le chef d'État dit, voilà, je vais parler à Kagame pour lui dire, qu'est-ce que vous voulez à mon peuple? Non, quand il voit Kagame, c'est pour le menacer. Et le manger cru. S'il faut le gifler, s'il faut l'intimider, parce que les deux là... D'ailleurs, il ne vaut même pas le président de la République. Hein? Ni en taille, ni en rien du tout. Voilà, ni en... il n'a qu'à s'asseoir dessus. Hein? Madame, dans ce point de presse, le chef d'État dit beaucoup de choses. Ouais. Hein? Concernant l'opposition, par exemple. Je vais revenir. Là, nous sommes dans l'aspect sécuritaire. Oui, monsieur Jean Lokaka, vous avez suivi le président de la République. Oui, par rapport à cet aspect sécuritaire, le président de la République, des fois, quand vraiment on sent cette arme-là, quand il parle de cette situation, il se grince même les dents. C'est cette détermination qu'il a. Est-ce que le peuple congolais comprend qu'il est temps que nous puissions tous parler
un et un même langage pour bouter l'ennemi dehors. Mais dans l'entretemps, la communauté internationale est là. Elle fait aussi pression, elle joue à l'hypocrisie, elle a un langage, comment on dit, oui, de foi, donc elle souffle au chaud et au froid. Cette duplicité, on ne comprend rien. Alors que doit faire le peuple congolais avec son président de la République? Oui, je vous remercie, madame. Je salue les deux interventions du professeur Ngambi et de ma soeur Mami Ambongo. Je crois que nous avons prié les aïeux et évoqué pour que son Excellence, Monsieur le Président, puisse regagner le pays en bonne santé. Je crois que ce qui serait l'essentiel, parce que une république a une dimension de 12 pays de l'Union européenne, pendant une dizaine de jours, sans voir l'état de santé de son chef, la situation était un peu incidentielle. Dieu merci, il est rentré et je lui suggérais de faire un tour en Kamba, Jérusalem, pour visiter le mausolée du grand géant Fumu Kimbangu pour raison d'ordre naturel de la terre de Kimpavita, de Mbombiyanda et de Simo Kimbangu. Ça, c'est le premier aspect, mais qui est d'ordre philosophique. Mais ça, il concerne l'aspect étatique par rapport à la communication. Il y a quelque chose qui m'a touché personnellement et qui nécessite une requalification avant d'atteindre cette dimension. C'est la dimension où on parle du président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Le président Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, j'insiste, n'est pas membre de l'AFC des Nang et sa bande. Le PPRD, qui est mon parti, n'a aucun membre du PPRD à l'AFC chez Nang. Donc ils sont ni de loin, ni de près par leur engagement. Les communications du pouvoir nous ont démontré que Nanga avait un problème privé de ses carrés miniers. Et ce qui a engendré son comportement. Et donc, le PPRD n'a envoyé aucun cadre pour être membre à l'AFC. Et il ne connaît pas les gens qui sont là-bas. Et Nanga n'a rien à voir avec le président Kabila, président honoraire. Ni directement, ni indirectement. J'insiste, madame. Ni directement, ni indirectement. Car le président Kabila a commencé sa lutte à l'âge de 18 ans. Il a parcouru un mouvement auquel le mouvement a été qualifié d'une révolution dans ce pays. Et célébré le 17 mai, commémorative en termes de la canonisation de Saint José-Marie, le 17 mai, jour ouvrable et mémorial dans l'histoire du pays. Et il devient président de la République à 27 ans. Président de la République. Il travaille. Il a trouvé un pays morcelé à 4 morceaux. S'il faut parler de 4 pays, le gouvernement avait une république et il y avait des gens qui sont actuellement présents aussi, qui détenaient de république. Avec la volonté des pères et de tous, la république a été réunie sous son mandat. Il a procédé aux élections démocratiques en République démocratique du Congo et il a promis aux Congolais de respecter la constitution de la République. Et il a fait à titre historique ce qu'on appelle passation civilisée, devant Dieu, les hommes, tout le monde. Parce que vous le savez qu'un militaire ne cède pas au civil un pouvoir.
malgré les tractations, les combats, les enjeux, il a promis aux Congolais de respecter la Constitution. Il a organisé le pouvoir et il a laissé le pouvoir. Ce pouvoir qu'il a laissé parce qu'il a juré sur son honneur, sur sa loyauté de servir le drapeau, en sa qualité d'homme d'État. Il a laissé parce que le peuple n'en voulait plus non plus. J'arrive, madame. Ouais. En étant président de la République démocratique du Congo, il a eu l'honneur du Congo et du monde. D'où, par principe d'honneur, en sa qualité de militaire, il ne peut pas s'engager à une bande ou des fronts qui sont à la compte de l'État. Donc il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas être membre de ce genre de bande, parce qu'il a géré le Congo dans son entièreté. Okay. Et il a amené le Congo à l'honneur. Le qualifier de la bande, il n'est pas de la bande, ni de près, ni de loin, ni du groupe. Le PPRD, mon parti, n'a amené personne. Il n'y a personne qui est membre, qui œuvre dans ce Congo. Alors, le grand problème du Congo, c'est ce que nous avions appelé. Je m'en souviens, une négociation dans le cadre de formation à Beijing, en Chine. Les ministères de l'économie ainsi que de la défense nous communiquent ceci. La Chine coopère avec tous les pays du monde, au même égal. Ils n'ont pas de pays privilégiés. Ils coopèrent avec tous les pays. Et ils nous ont dit un jour, le jour où les Américains vont oser, c'est le jour où nous allons démontrer que nous sommes forts. Ils ont donné le cas de Taïwan. Et vous avez vu, quand les Américains ont osé, ils ont fait que les manœuvres militaires. Ils n'ont pas démontré la guerre. Ils ont fait que les manœuvres militaires. Pour dire qu'ils sont puissants dans la coopération. Pour notre pays, le cas. Mamie a parlé du journaliste. Il est bon qu'on accorde les audiences aux journalistes, mais le journaliste serait français. Le journaliste est français. Et en Europe, c'est les courtiers des multinationales. Ça a l'incidence de la communication. Parce que vous êtes journaliste. Tout, on ne communique pas. Il y a une déontologie. Parce que ça a l'incidence à la communication. C'est comme ça que l'information fait partie de l'appareil idéologique de l'État. Une information peut être consommée à une dimension où ça peut faire l'incidence dans une république. Et les journalistes sont là que pour censurer les autres. Même les rediffusions, il y a 2 minutes de retard. Pour censurer s'il y a incidence à la communication. Je crois que la déontologie existe. De deux. Les opérations, en termes militaires, en termes techniques, mais c'est l'organisation d'une armée. Une armée bien organisée, bien équipée. Bon, le danger serait, professeur Ngambi a parlé, mais quand le Parlement de mon pays ne s'est pas réuni pour proclamer la guerre, vous pensez qui va proclamer la guerre? Parce qu'il y a suspense. Le gouvernement communique la guerre. Les autres, c'est les rébellions et les mouvements armés. Les gens qui ont fait l'armée, ils savent. Même si le mouvement armé est patriotique, ne collabore pas avec l'armée. Ceux qui se disent détenteurs d'un mouvement armé patriotique, ils sont dans l'insurrection. En technique militaire, ils sont dans l'insurrection. Dès lors que le gouvernement officiel coopère avec ceux qui se disent, je ne cite pas le nom, mais ils sont patriotes,
mission de l'insurrection. C'est pourquoi en suivant l'émission de la fois passée, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas qui l'avait dit ici, qui avait tenu le même propos, et la personne l'a posé la question pour dire, alors cette façon de penser, c'est ce qui a mené les mandats du chef de l'État, l'ex-président de la République, à pouvoir mater toutes ces populations-là. Parce que lui, il les considérait comme des gens qui étaient ennemis à son pouvoir. Alors, il les matait au lieu d'aller mater le Rwandais qui se retrouvait déjà sur le territoire de la République démocratique du Congo. Pourquoi le gouvernement ou le pouvoir de Joseph Kabila tuait plus les Congolais au lieu de s'attaquer aux Rwandais? Ça, c'est un téléspectateur qui a posé la question. Je réponds à ce Congolais, madame. Je suis étudiant à Kisangani en 1995. Je pense que... C'est la question de M. Elvis depuis Matete. Elvis, je te réponds. Je suis étudiant à Kisangani en 1995. Et mes amis, je crois qu'un de mes amis peut être colonel actuel, si tout va bien, c'est Delens Mokonzi, le fils du colonel Mokonzi, commandant de la ville à Kisangani. Et vous avez le général Ngwala, José Ngwala, mon ami, si tu m'attends, paix à son âme, papa, général à Kisangani. Et en face, vous avez des commandos de choc sous la conduite du général Mbouza Mabé, paix à son âme. Nous voulons nous diriger vers Bafouassende. Les gens qui connaissent la province orientale, ils connaissent Bafouassende. Il y avait un certain homme plus fort de l'époque qui s'appelait Picoro. Et quand vous venez, vous êtes avec les gens qui ont l'armée régulière. Ils négocient avec... C'est le chef d'une autre bande parce qu'il était en train d'extraire les minéraux. Et d'emblée, vous dites que nous sommes dans un autre état. Je parle de... Là, je ne parle pas encore de Joseph Kabila pour ce monsieur. Parce que l'histoire, quand lui parle, en 1994, nous, on a visité les Mourengue, les Massissi, il n'y avait pas des enfants. Et donc, le problème est tellement crucial que ce n'est pas un problème mineur. Et à cette époque, on est en 94, 95, 96, 97, les gens savent qu'à cette époque, il y avait des gangs. Ça, c'est pas Joseph. Il y a des bandes déjà. Quand vous quittez seulement Kisangani, vous parcourez, mais chacun a des bandes pour extraire les carrés miniers et autres. Il fallait d'abord organiser tout cela. Mais il faut voir, quelqu'un a parlé. Mais vous voyez des gouvernements et 2 millions de personnes se renverser dans une république. On ne peut pas traiter ça à la légèreté. C'est comme ça que je parle en termes d'une organisation sérieuse. Okay. Si les choses sont au beau fixe et que les gens se respectent mutuellement et que les gens ont l'esprit d'État, parce que si ça dépend que de moi, je ne peux pas faire. Mais si c'est pour l'intérêt général, la collectivité et la recherche de l'intérêt général, c'est-à-dire protéger les frontières de la République, ça nécessite l'armée, l'armement, une diplomatie et les contours politiques. Parce qu'il y a le non-dit en politique. Il y a ce qu'on ne peut pas faire en public. Le pays a besoin Est-ce qu'en ce moment, si on a besoin de tous ces langages-là voilés, de cette hypocrisie, pendant que le peuple est en train de mourir, on peut pas être plus déterminé à pouvoir terminer avec cette guerre. On doit toujours continuer avec ce langage hypocrite un peu. On porte toujours des gants. Je vous remercie, madame. Devant les milliers de Congolais qui meurent, nous devons toujours porter des gants. Je vous remercie, madame. Oui. Vous savez... Je termine là avec vous, s'il vous plaît. Je vais prendre... Je vous remercie. Il aura moins de paroles. La question, c'est qu'est-ce que nous recherchons? Si nous recherchons de protéger nos frontières, vous avez parlé de l'Atlas l'autre fois. L'Institut géographique ne nous appartient pas alors. Donc, on a perdu les cartes. Non, ça n'existe plus d'ailleurs. On a vendu le poste à la parole. Voilà.
Dans un pays, aux yeux de tout le monde, L'administration quand fonctionne. l'institut géographique n'existe plus, ce n'est pas un problème du Rwanda. Ce n'est pas un problème du Rwanda. Dans un pays où les gens n'ont pas la carte d'identité, ce n'est pas un problème du Rwanda. Ce n'est pas un problème du Rwanda. Dans un pays où les gens n'ont pas le permis de conduire, ce n'est pas un problème du Rwanda. C'est-à-dire, le problème est d'ordre organisationnel de la cité. C'est encore un aspect. Ngadi a parlé de ça. C'est comme ça que moi je pense qu'il faut requalifier la marche de l'État. Mais la diplomatie que nous avons, parce que nous sommes un pays post-conflit, madame. Ok, pour terminer. Et nous sommes un pays qui engendre les contentieux des multinationales. Où les gens qui sont venus, professeur Gambi va nous aider, lui il est historien, moi je parle de l'histoire politique du pays. Paix à son âme, le géniteur Léopold II, il s'est mis comme courtier. Et il est parti contacter le marché international. Et il a fait de ce bassin une libre circulation. Alors, les dirigeants, je m'excuse, les dirigeants, il y a des parties des pays ici que les Allemands qui négocient les coins de Kivu là, les Français et les Anglais, c'est même pas la Belgique. Donc il y a des sociétés comme ça. Alors, un pareil pays, c'est pour dire les gens de l'Est, nous, notre problème est que nous voulons beaucoup parler. Nous comme Noirs là, ce que nous ressentons, nous exprimons. Mais en termes d'équipement, de stratégie et de l'environnement qui nous entoure, qui est à côté de qui pour voir si on gagne. D'accord, merci. Je vous arrête là. Oui, monsieur Arsène, quand on parle de la République et surtout de ce qui se passe dans l'Est, il y a une maman qui m'a appelé, il a pleuré avec nous, elle a pleuré avec nous lors de l'émission passée. C'était une émission très, très poignante. Alors, quand on parle de cette guerre-là, nous sommes victimes des années. Alors, comment nous allons nous en sortir alors? Parce que là, d'après les explications de monsieur Jean Lokaka, c'est comme si nous sommes dans un engrenage. C'est difficile d'y sortir. Merci beaucoup de la question, Madame Josette. Je ne veux pas observer les choses sous les prismes de mon co-débatteur Jean Lokaka. C'est vrai que chacun a droit à la prise de parole pendant ce nombre de minutes. J'espère que vous me laisserez aussi le temps que vous lui avez laissé. Parce qu'en fait, il y a des choses très importantes. Hein. Quand on se met à parler, on est obligé d'avoir deux combats. Un combat interne pour gérer mieux ses émotions, essayer de faire appel plus au cerveau qu'au cœur et de gérer ce qui sort. Le problème à l'Est, c'est le problème de la guerre. À l'Est, c'est un problème qui nous laisse trop perplexes et qui nécessite une manière d'observer les choses, de le voir, au-delà de tous les protocoles et toutes les normes normales, parce que nous sommes allés avec tous les principes, diplomatie, approche de dialogue. Oh, c'est une insurrection. Non, non, c'est pas une insurrection, c'est une rébellion. Non, non, c'est une agression extérieure. À ce niveau, on n'a pas besoin de faire appel à tout ça. S'il vous plaît, retenons ceci. J'ai réagi par rapport aux propos du président de la République qui dit que on nous abandonne à notre propre triste sort. Pendant que ce qui nous arrive, en quelque sorte, c'est l'hospitalité du Congo pour pouvoir résoudre un problème qui était celui du Rwanda. Un voisin. Un voisin. Mais, madame, qui était en détresse. Qui était en détresse. Mais, madame, il y a Jean Lokaka qui parle d'une certaine manière qu'il faut utiliser dans la diplomatie. À ce niveau, ce problème, je le répète encore, nous ne le résolverons plus jamais avec la diplomatie, j'insiste bien. Pourquoi nous ne le résolverons pas avec la diplomatie? C'est là que je vais chuter avec des propositions de comment est-ce qu'on va s'en sortir dans ce qui se passe dans ce pays.
La première des choses, cher président de la République de mon pays, vous savez pourquoi on nous abandonne à notre propre triste sort? C'est parce que le Rwanda apporte aux Occidentaux ce que nous pouvons leur rapporter. Le Rwanda entre dans notre territoire en toute impunité. Le Rwanda pille nos minéraux. Le Rwanda nous viole. Il viole nos mamans. Le Rwanda détruit nos espaces de vie. Il accorde à 15 ou 50 fois moins cher les prix de ce que nous, on pouvait négocier avec les Occidentaux. Voilà la première raison. Il n'a rien à perdre. Exactement. C'est pas son Ce n'est pas son sol. Deuxièmement, plus de 25 chefs d'État ont des carrés miniers dans la République démocratique du Congo. Je le répète bien et j'assume mes propos. Ce que vous dites là est grave. Plus de 25 chefs d'État ont des carrés miniers et la plupart sont des présidents africains. Wow. Ils ont des carrés miniers en République démocratique du Congo. Qui leur donne ça? Troisièmement, c'est ça la question, ils n'ont pas obtenu sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi. C'est sur le régime que vous connaissez, je ne veux pas aller dans cette guerre-là. Troisièmement, l'Union européenne désire à tout prix nous diviser parce que la position qu'occupe la République démocratique du Congo sert beaucoup plus les intérêts américains que les intérêts européens. Il y a une guerre de suprématie monétaire. Le dollar marche à bon port en RDC que l'euro. Ouais. Vous comprenez pourquoi on est obligé de nous laisser à notre propre triste sort? La cinquième raison, c'est que nous détenons des métaux critiques et des minéraux très importants dans ce pays qui font à ce que, parce que l'Europe est en train de perdre la main en Afrique, c'est la Russie qui vient s'installer, nous ne serons jamais les amis des Occidentaux. D'où il faut nous fragiliser davantage, travailler avec le Rwanda pour nous abandonner. Maintenant, écoutez-moi ceci. Le secret de cette guerre, je le répète encore, ne sera jamais fini par le stylo. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est ça la réalité. Parce que ceux qui sont censés mener ce consensus dans le respect des textes et de l'intégrité du territoire national sont les premiers à vouloir que ces gens puissent tomber. La communauté internationale ne jouera jamais franc jeu à cause des raisons que je viens de vous évoquer. Notre salut et notre issue de sortie, c'est la guerre. C'est la guerre qui va nous délivrer de cette agression. Le président Kagame, c'est un voyou. Le président Kagame, c'est un pilleur. Le président Kagame, c'est un violeur. Le président Kagame, c'est un criminel et c'est un sanguinaire. Devant un sanguinaire, on ne réfléchit pas à 2-3 fois. Et surtout si ce sanguinaire se retrouve dans votre propre maison. Devant un sanguinaire, on ne peut pas dire jamais. Devant un sanguinaire, on ne dialogue pas. Benjamin Netanyahu a compris ça. Aujourd'hui, le monde arabe tout entier regrette pourquoi ils ont agressé Israël. C'est parce qu'il a fondé son principe sur l'agressivité. Il n'a pas mis la diplomatie en avant parce que la position martiale dans une négociation, c'est elle qui définit la température de la diplomatie. Vous ne pouvez pas aller à table avec quelqu'un qui a pris en otage votre enfant et votre femme, espérant que cette personne puisse les lâcher pendant que ses motivations sont simples. Les motivations du Rwanda sont simples. Tant que la RDC n'est pas faible, le principe de vie du Rwanda se dit nous sommes en danger. Quand quelqu'un se met en tête que votre bien-être c'est son problème, cette personne ne vous laissera jamais tranquille, quelle que soit votre bonne foi à négocier avec lui. Voilà les stratégies qu'il faut comprendre. La première des choses, c'est d'organiser un coup d'État au Rwanda. La première des choses. Donc nous pouvons le faire. Non? Exactement, nous avons les atouts, nous avons les possibilités de le faire, madame. Ouais, c'est un problème de volonté. Ouais. La Avec la deuxième des diplomatie choses, de couloir. la diplomatie de couloir, ou comment vous allez vous appeler, moi je m'en fiche, je n'aime même pas ce mot diplomatie dans cette histoire. Il nous faut faire un coup d'État au Rwanda. La deuxième des choses, placer une marionnette à la tête du Rwanda que nous allons contrôler.
La troisième des choses... C'est possible. C'est possible, madame. La troisième des choses, à la limite, comme Ngandi, le professeur Ngandi se pose des questions, le professeur Ngambi se pose des questions, écoutez, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que pouvons-nous tenir 10 ans de guerre? Si nous croyons que nous ne sommes pas capables de tenir 10 ans de guerre, faisons appel au service de Chebab. Faisons appel aux criminels et on les appelle comment? Les gens que Zelensky a fait appel. Les groupes, les mercenaires. Mettons de l'argent en jeu. Faisons appel aux mercenaires. Les Wagner. Les Wagner. Qu'on fasse appel aux Wagner, qu'on fasse appel à qui on veut. Qu'on puisse faire la guerre au Rwanda, même sous anonymat. J'ai dit bien, les FDLR font partie des cartes stratégiques que la RDC doit encore utiliser pour faire la guerre au Rwanda. Les armées en hommes. Les armées en quantité. Parce que ce sont les stratégies de Kagame. Oui, en parlant des FDLR, on a eu à faire beaucoup d'émissions. À l'époque, dans le forum des médias, on nous disait que les FDLR peuvent constituer une carte pour nous contre le Rwanda. Exactement. Nous avons essayé. Est-ce que ça donnait quelque chose? Parce qu'on a dit on a ouvert le couloir ici. Les Rwandais sont allés voter massivement et ils sont rentrés sans être inquiétés. Est-ce que pourrions-nous rentrer vraiment dans ce jeu-là, utiliser les FDLR contre nous? Madame, c'est un problème très stratégique et j'aimerais vous dire, nous avons l'avantage d'utiliser les... Nous avons l'avantage... S'il vous plaît, excusez, vous allez me... Nous avons l'avantage pour le faire. Pourquoi? Parce que la génération des FDLR qui sont entrés au Congo, pour la plupart, ils ont vieilli. Beaucoup sont morts. Leurs enfants n'ont pas le sens patriotique, ni les capacités nécessaires à avoir des stratégies pour nous résister. Nous les fournissons en quantité, en armes, en stratégie. Nous le retournons contre le Rwanda. Je souligne ce que j'ai dit, madame, et j'assume. Notre bien-être aussi dépend des problèmes à résoudre de nos ennemis. Kagame est très libre de ses mouvements. Il voit son économie fleurir. Il voit ses tentacules diplomatiques pousser à l'étranger. C'est pourquoi il croit qu'il a la liberté de venir faire ce qu'il fait. Le Rwanda, c'est un petit statut, c'est une petite... le Rwanda n'est même pas la même grandeur que Kinshasa. Si le Rwanda reçoit 52 missiles B-52, demain le Rwanda va lâcher les M23, il va chercher à se reconstituer. Et pendant que le Rwanda sera en train de se reconstituer, nous armons davantage les FDLR et nous lui faisons la guerre. Une autre stratégie très importante, parce qu'à la limite, vu que tout ce qui est conventionnel jusqu'alors ne tient pas, nous sommes à la 40e, à la 25e année de la guerre avec cette histoire, nous avons besoin que le président de la République se comporte en homme de guerre, qu'il se comporte comme Zelensky, qu'il ne puisse pas trop réfléchir. Oh, je vais aller voir Kagame, je vais aller lui dire de quitter. Kagame ne quittera pas ce sol au nom d'un simple dialogue. Tout ce que Kagame cherche, ce sont nos terres. Tout ce que Kagame cherche, c'est piller c'est violer nos mères. Tout ce que Kagame cherche, c'est de nous prendre en otage. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. Il y a eu des accords qui ont été signés par le gouvernement passé. Maintenant, notre problème, c'est de pouvoir les arranger. Oui, c'est déjà un passé. Vous me parlez bien de l'histoire. Oui, j'aime bien écouter les historiens. Mais les historiens aussi ne vont pas faire la guerre. Il nous faut faire cette guerre-là. Avec les jeunes gens qu'il faudrait. Il nous faut de grandes campagnes. C'est là où j'en appelle à la conscience des médias congolais. Les médias congolais, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. On dit Bendele Kouyaté, bon, et puis après. Bendele Kouyaté, et puis après. Il nous faut Bendele Kouyaté, il nous faut organiser des sit-ins dans toute la République. Nous marchons avec les cercueils de Kagame. Nous faisons des manifestations. La population est mobilisée aux tous azimuts. Je vous informe que le Rwanda dépense plus de 15 millions de dollars pour seulement les lignes médiatiques. Le Rwanda finance même des youtubeurs privés. Connectez-vous sur Facebook. Vous voyez tout ce qui défile, ce sont des propagandes de Kagame. C'est ça l'organisation. Mais nous, chez nous, qu'est-ce qu'on fait avec la communication? L'organisation. Nous, chez nous, sur nos pages Facebook, c'est X qui insulte Y. Il n'y a pas un tonus
pour pouvoir faire passer la conscience et le civisme. D'ailleurs, que vous avez même éliminé, nous, à l'école primaire, depuis deuxième primaire, on avait un cours de morale civique. Ces cours-là sont éliminés. Mais vous voulez un patriotisme, une mobilisation à la hauteur des problèmes qui vous touchent, mais pendant que vous n'investissez pas, les ministères même de la communication, pendant cette guerre, ce ministère-là a un budget en termes de budget. Il bénéficie de combien dans le budget national? Nous avons des chaînes, oui, écoutez, nous avons des chaînes, il y a la RTNC qui fonctionne, la qualité même du matos de la chaîne de la RTNC est-elle à la hauteur de nous mettre à ce niveau-là? Vous avez, donc c'est tout ce genre de questions que nous nous posons qu'il faudrait qu'on puisse résoudre. Parce que cette guerre ici, il faut que ça puisse finir. Parce qu'on a été dans le protocole. Vous observez le cessez-le-feu. On vous prend 3 localités. Le lendemain, vous observez notre cessez-le-feu. 53 groupements qui partent. Et nous allons attendre en train de devenir un bon enfant par rapport à qui, pendant que les Occidentaux, qui sont censés donner solution à ce problème, ce sont eux qui l'aggravent. La RDC est seule contre la communauté internationale qui est derrière le Rwanda. Le Rwanda ne nous aurait jamais battus. Le Rwanda n'aura jamais eu ce courage si la communauté internationale n'était pas derrière elle. Qu'est-ce qui est difficile? À la limite d'utiliser la malhonnêteté de Kagame, c'est-à-dire, je descends un peu au niveau le plus bas parce qu'il nous faut un peu de folie. Prendre vraiment une arme à destruction massive, même une arme chimique. Krenka peut fabriquer cette arme-là parce que nous l'avons fabriquée avec la guerre de l'Issouba ici. On a mis fin à la guerre de Brazzaville. Hein. Quand l'Issouba commençait à lancer des obus ici, Moussa s'est décidé, on a monté un truc vite là, on a lancé à Brazzaville, la guerre était finie. Écoutez, on lance un tel truc là, ça tue même 150 000 Rwandais. Le lendemain, nous nions. Nous disons que ce sont les FDLR qui ont fait ça, le temps qu'on puisse faire des investigations, Paul Kagame est en train de résoudre ce problème. Parce que j'ai l'impression que cette guerre ici, en tout cas avec la manière dont on est en train de la mener, je ne crois pas qu'on puisse arriver à bout. Il nous faut un peu de raisonnement. Et puis, pendant une période comme celle-ci, pourquoi ne pas prendre un premier ministre qui a une... il y a un terme qu'on appelle, on prend un premier ministre d'obédience martiale, par exemple. Un militaire, par exemple, on le met à la tête du premier ministre. On prend le ministère de défense, on le change. On le met ministère de guerre. On prend la tête de ce ministère, on sort d'abord la personne qui est là-bas. Je ne suis pas contre elle. Mais nous sommes devant un cas qui nécessite vraiment qu'on prenne même des retraités ou bien des généraux, qu'on les place là-bas. On prend la dame ici qui a la diplomatie là. On la met de côté. On met quelqu'un d'obédience militaire là-bas. C'est-à-dire on est tourné vers la guerre, on réfléchit la guerre. La guerre économique, la guerre psychologique, la guerre médiatique, pour qu'on puisse s'en sortir dans cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda. Demain, je crains encore que ce soit l'Angola. Le lendemain, je crains encore que ce soit la Zambie. Parce que tout compte fait, 99% des pays qui nous entourent, tous, sans exception, nous ont fait la guerre. Alors que vous avez dit, vous avez soutenu, c'est que 25 chefs d'État africains ont des carrés miniers ici. Donc, des carrés miniers, pardon. Oui, monsieur Gandhi, les Congolais qui nous suivent. Hein. Oui. En tout cas, on vous appelle l'encyclopédie, vous les analystes de cette émission Forum des médias. Et je sais que cette émission est très suivie par ceux-là qui doivent aussi prendre des décisions. Ils considèrent ce que vous dites. Ça, j'en suis convaincu. Allons-y. Après la passion, peut-être la raison. On a besoin de passionnés comme lui. On a besoin pour mieux un peu mobiliser. Dans le sens de la mobilisation, je suis d'accord. Mais dans le sens de faire la guerre, il y a quand même des choses qu'on doit préparer minutieusement. On ne va pas en guerre comme ça avec la passion. On risque de perdre, rentrer, bredouille. Donc, pour ce qui est des guerres, quand on parle de guerre, c'est toute une préparation, notamment dans le domaine de l'information. Brzezinski l'avait dit, je le rappelle, que les guerres actuelles que nous allons avoir, lui il est déjà mort, que nous avons actuellement, que nous aurons même dans le futur, ce sont des guerres autour de l'information. Moi, je pense que ce travail, il est fait au pays. Les médias le font, la RTNC le fait. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Il n'y a peut-être pas aussi de gros moyens. On ne doit pas se limiter simplement
au niveau de l'information interne dans notre pays, on doit avoir un lobbying au niveau international. Mais c'est que vous faites là, les analystes des forums des médias. Peut-être vous n'estimez pas la grandeur de ce que vous donnez comme apport, comme soutien, comme... Je ne sais pas, c'est très grand ce que vous faites. Ouais. Mais sur le plan information, c'est très grand. Ouais. Moi, je dis que c'est très important. Ouais. Il faut restituer les choses. Il y a 5 ans ou 6 ans, quand le président de la République a pris le pouvoir, s'il rentrait en guerre avec le Rwanda, on allait laisser des plumes. Okay. Il y a des raisons qui prouvent qu'on allait laisser des plumes. Mobutu, en son temps, quand il régnait, il avait combien d'officiers supérieurs? Une vingtaine, 25, 26 officiers supérieurs. Concentré, tout est concentré avec les 26 qui étaient très bien formés, très bien armés sur le plan de maniement des armes, sur le plan de la stratégie, de la tactique militaire. Kabila Père arrive et double le nombre des officiers supérieurs. On arrive à une 50aine. Mais quand Kabila fils vient au pouvoir, avec tout ce qu'il y a eu des remue-ménages, on se retrouve à plus de 300 officiers supérieurs, dû au fait du mixage, c'est ça, brassage, mixage, etc. Où nous avons des officiers supérieurs, même subalternes, qui sont d'origine étrangère. Comment peut-on faire la guerre avec une majorité d'officiers supérieurs étrangers, rwandais en l'occurrence et ougandais? Et comme stratège, il a pris la leçon de l'histoire avec de nouveaux conseillers. Il dit non. Il embellit un peu l'image du président sortant, question stratégique. Il se rapproche de l'Ouganda, du Rwanda, le temps de se préparer, le temps de réformer l'armée. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, même sur le plan international, Kagame, c'est lui qui tenait le pavé, c'est lui dont le discours passait au niveau de l'Occident, au niveau du monde. Mais aujourd'hui, le travail qui est fait par notre pays, par nos concitoyens, par le président de la République, fait que le discours de Kagame est vidé de tout son contenu. Le discours, on mobilise aussi beaucoup plus des gens. On a mobilisé les finances publiques. On était à un budget de 4 milliards. On ne pouvait pas faire une guerre avec le Rwanda avec un budget de 4 milliards. Il fallait qu'on puisse remonter notre économie, qu'il y ait des équilibres au niveau économique, financier, etc. Aujourd'hui, on a plus ou moins un tableau qui est réluisant, même s'il y a quelques difficultés ici ou là par rapport au taux d'échange, par rapport à notre monnaie, même si on a des difficultés ici ou là par rapport au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais pour l'essentiel, nous avons des armes, nous avons des munitions, nous avons des éléments qui peuvent nous aider, on s'est procuré des armes, etc. On a essayé, au moins partiellement, de pouvoir réformer l'armée. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pouvoir se préparer, dire qu'on peut rentrer en guerre. Quand on regarde la situation économique du Rwanda aujourd'hui, par le fait du travail qui a été fait par les médias ici, par le président de la République, par le lobbying, par la diplomatie, aujourd'hui, vous voyez que tout ce que le Rwanda avait comme moyen, notamment puisque c'est un pays, vous devez le savoir, qui vit grâce aux subventions à plus de 50% des subventions extérieures, notamment européennes, américaines et autres. Vous le savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, le Rwanda se trouve amputé de tous ces moyens-là. La communauté européenne a suspendu les moyens qu'ils donnaient au Rwanda, les finances de 20 millions de dollars. La France qui donnait les mêmes montants aussi. Ça nous a permis à récupérer combien de villages? Excusez, j'analyse. J'espère que si vous m'écoutez, vous saurez ce que je veux dire par la suite. Moi, je vous ai écouté attentivement. Il y a quand même un minimum de respect là-dessus. Tout n'est pas toujours calcul. 20 millions d'Européens, 20 millions des Français, c'est déjà un pas. Suspension aussi des aides américaines. Donc, quelque part, le Rwanda se trouve dans une position de difficulté. Quand on sait que le PNB du Rwandais est de 13 milliards, alors que nous, c'est de 64 milliards. Donc, notre budget est très important. Si on fait la guerre aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus mobilisés. C'est peut-être pas suffisant. Il faut continuer la mobilisation. Si on fait la guerre aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de chances que cette guerre-là, avant 5 ans, se termine, qu'on puisse
si possible, annexer une partie du Rwanda, sinon la totalité, que la République démocratique du Congo devienne la République démocratique du Congo, Rwanda. Et puis le Burundi viendront eux-mêmes, de toute façon, s'accoler, etc. Tout ça est possible. Donc, allons, bon an, mal an, faisons en sorte que les choses s'effacent, qu'il y ait une certaine cohésion. Donc c'est l'occasion. Vous savez pourquoi les gens sont sceptiques par rapport à la communauté internationale, par rapport à ce que la communauté internationale fait. Nous avons suivi dernièrement ce que l'Union européenne, sa position par rapport à la condamnation à mort des Corneille Nangaa. Qu'est-ce que la communauté internationale dit? Elle est contre la peine de mort, tout cela. Alors, les Congolais semblent c'est voir peut-être que les Congolais n'ont pas une bonne lecture de la situation internationale. Les Européens ont toujours eu ça comme principe, différemment des Américains, puisque la peine de mort existe encore aux États-Unis, alors qu'en Europe, presque partout, c'est supprimé. Donc, on ne peut pas s'attaquer à l'Europe, puisqu'eux sauvegardent leurs principes. Au niveau des principes, ils peuvent condamner. Ce n'est pas puisqu'ils ont condamné par principe, puisque chez eux, ce n'est pas accepté, ce n'est pas acceptable, qu'on n'a pas les mains libres. Les États-Unis, il y a encore des États qui ont la peine de mort. Les Européens condamnent aussi la peine de mort au niveau des États-Unis. Mais ils laissent quand même les Américains libres de leur choix. Nous, c'est à nous de faire des choix. Donc, on ne doit pas toujours pleurnicher ou s'attarder sur des petits points comme ça. Donc, pour nous, c'est normal. On comprend leurs principes. Il ne faut pas aller jusqu'à la mort. Il faut commuer ces genres de peines à la perpétuité, des peines incompressibles. Ça, on peut le comprendre. On ne va pas s'attarder. Je pense que si on regarde, on apprécie, on analyse la situation de la RD Congo aujourd'hui, sur le plan militaire et autres, comparé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux. Il y a aussi une stratégie. On a voulu peut-être dépouiller le Rwanda de tous ses moyens, notamment de ceux que j'ai cités là, puisqu'ils n'ont pas ces moyens-là, ils ne peuvent plus. Si on fait la guerre aujourd'hui contre le Rwanda, les 60 millions qu'ils avaient, ou les 100 millions qu'ils avaient des États-Unis, de l'Europe, seront obligés d'aller puiser sur leur budget national. Et puis sur le budget national, il y aura un déséquilibre au niveau de la paye des fonctionnaires, des militaires et autres. Ils ne pourront pas tenir longtemps. Aujourd'hui, ils sont dépourvus. Comme ils sont dépourvus, peut-être que c'est le moment pour nous, non seulement de mobiliser l'opinion nationale, continuer à mobiliser l'opinion internationale. Et là, quand on va attaquer, ça ne va pas durer longtemps. Serions-nous capables de séduire cette communauté internationale, aller jusqu'à, comment je peux dire, à vendre ou à présenter avec vraiment l'antipatriotisme, avec tout l'antipatriotisme qu'il faut, vendre nos minéraux à la communauté internationale, comme le fait le Rwanda, pour que nous puissions quand même parler un même langage avec eux. Est-ce que sommes-nous capables de descendre jusqu'à ce niveau-là? Ce n'est pas les capacités qui nous manquent. Alors, ce ne sont pas des personnes ou des personnalités qui nous manquent. Le problème, c'est que le Rwanda a profité de notre distraction. Si vous comptez le nombre d'années où on en a passé dans la distraction, notamment sur les élections, les nominations, etc. Pendant ce temps-là, certains de nos compatriotes, en intelligence avec les forces étrangères rwandaises en l'occurrence, ont commencé à faire ce qu'on est en train de condamner aujourd'hui, la relation avec l'Europe, avec les multinationales, etc. Puisqu'il n'y avait pas la présence de nos autorités économiques, de nos autorités politiques. C'est de notre faute. Il faudra maintenant qu'on privilégie beaucoup plus l'intérêt national. L'intérêt national, c'est quoi? C'est de regarder du côté des populations. Est-ce qu'ils se portent bien? Est-ce qu'ils mangent bien, se soignent bien, etc. Au niveau politique, ne pas perdre du temps au niveau du politique. Et regardez l'exemple que le Sénat nous donne. On a du mal à organiser les élections d'un bureau, ça va prendre des mois et des mois. Pendant ce temps-là, vous voulez... Qui gère le pays? Puisque c'est eux qu'on a choisi pour gérer le pays. S'ils passent leur temps pour les élections, pour des postes, etc., ça pose un problème. Il faut mobiliser les gens, l'opinion nationale. L'opinion même internationale est bien mobilisée. Vous regardez au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, des États-Unis, les populations sont organisées. Dans la majorité, leur opinion est pour la République démocratique du Congo contre Kagame. Mais profitons-en. Le problème, c'est qu'on ne sait pas profiter de cette position que nous avons aujourd'hui. On est en train, d'ailleurs, dans le cas de cette mobilisation, non seulement il faut qu'il y ait des mobilisations sur le plan humain, sur le plan matériel et financier. Comment on pouvait expliquer qu'un président de l'Assemblée nationale ou du Sénat touche $600 000 par mois?
alors que des enseignants n'ont même pas 200 $. Ils Alors que nos militaires... Êtes-vous sûr de ce que vous... Mais qui viennent contredire. Ils ont le droit de réponse. Ils ont le droit de réponse. 33 000 de députés Ils ont le droit de réponse. Et même, admettons, même s'ils sont 21 000 $. 21 000 $, c'est trop. Comparé à ce qu'un enseignant touche, c'est trop comparé à ce qu'un militaire qui défend l'intégrité du territoire touche. D'ailleurs, il y a déjà une grève en gestation avant la rentrée scolaire. Il faut mobiliser les gens, il faut mobiliser les finances. On est en temps de guerre, réduire en janvier 2025, comme le président le dit, réduire la taille du gouvernement. On n'a pas besoin de plus de 25 ministres. On n'a pas besoin que les ministres touchent plus de 40 000 $. 10 000 $, c'est suffisant. Ils ont des avantages. Si on finance leur logement, leur déplacement, leur santé, etc., ils n'ont pas besoin de toucher plus de 10 000 $. Les députés, regardez au Botswana, alors qu'ils n'ont qu'une production nationale qui est importante, le diamant. Au Botswana, un député touche 1 800 $. Un enseignant touche 1 300 $. L'éducation, l'enseignement, les enseignements, quel que soit les niveaux, c'est gratuit. Et en plus, à partir du secondaire, les étudiants touchent un minimum de 150 $. Changeons de braquet, des fusils d'épaule. D'accord. Merci beaucoup. Oui, je reviens à vous. Je vois, monsieur... oui, vous avez dit qu'il ne touche pas tous ces montants-là. Parce que nous savons peut-être parce que vous aspirez à aller là-bas. Sur le plan économique, alors, sur le plan économique, le chef de l'État l'a dit, il lutte pour que... parce qu'il y avait un lapsus quand même, parce que nous, les Congolais, nous allons toujours chercher, même la petite bête, c'était un lapsus. Ouais, il y a eu lapsus, donc c'est pas ce qu'il voulait dire. Le président de la République veut diminuer le train de vie en améliorant, en augmentant le pouvoir d'achat de la population. Je ne sais pas si on touche l'aspect économique ou on reste dans l'aspect sécuritaire. Non, allons-y, vous pouvez faire le pont, allez-y. Je pense que j'allais dire à mon ami Gandhi, il faut voir les aspirations du peuple. Ce que vit le peuple de Rutshuru et de Massissi, par rapport aux attentes de dire on a supprimé 50 millions de l'Union européenne. Mais entre-temps, vous savez combien le Rwanda tire du coltan exploité illégalement en République démocratique du Congo. Vous pouvez mesurer le nombre de quantités de tonnes de cassiterite, du coltan, de l'or, qui sort dans les territoires de Massissi par une exploitation illégale, par le fait de la présence de militaires rwandais en République démocratique du Congo. Ça représente 50 millions. Ça représente 200 millions. C'est au-delà des milliards. C'est ça que c'est l'aspect qu'il faut voir. La population congolaise n'est pas dans ces petites histoires théâtrales de la diplomatie. L'Union européenne a supprimé 20 millions, 30 millions. Et donc, le jour... Le Rwanda sait comment récupérer tout ça. Il n'a que faire. Alors nous attendons le jour où nous n'aurons rien de la communauté internationale, nous allons attaquer. Une raison de plus encore de soutenir le Rwanda. Alors ça c'est du petit théâtre. Ce n'est pas ça l'aspiration. Parce que quand il y a 7 millions de déplacés, les gens qui ont perdu tout, qui ont abandonné les champs, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des parents, vous avez des bombes qui tombent dans des cas de réfugiés. Et le Congo est en train d'attendre le jour où les États-Unis supprimeront les 200 millions pour attaquer. Il ne faut pas réduire les choses à ce point-là. Non, mais c'est la réalité, c'est ça, c'est qu'on vit. Donc, la diplomatie agissante. Ce qui est plus important, comme je l'ai dit, notre intégrité territoriale ne doit pas être négociée par le fait. Notre souveraineté ne doit pas dépendre ni de l'Union européenne, ni des États-Unis, ni de la France avec ses millions au Rwanda. C'est de notre autodétermination, de notre capacité de démontrer que nous sommes un peuple, de notre capacité de démontrer que nous sommes prêts à pouvoir nous sacrifier pour notre dignité. C'est ce qui est plus important. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça c'est négocié. Mais il faut démontrer comment. Ça ne se négocie pas. On ne négocie pas l'intégrité territoriale d'un pays. Parce que, professeur, il faut qu'on se mette d'accord. Je m'excuse, madame.
On ne doit pas induire nos dirigeants dans les erreurs. Non, c'est-à-dire que, suivez, On camarades, veille sur suivez le caca. l'intégrité du territoire. Suivez le caca. C'est-à-dire Il que faut avoir l'idée pour maintenir votre territoire, peu c'est importe ce qui vous... ce que je sais, c'est-à-dire C'est que toute guerre, qu'elle soit mondiale, finisse par des traités. La première guerre mondiale a fini par le traité de Versailles. Négociation. La deuxième guerre a fini également par un traité. Mais dans le traité, mêle en face le rapport de force. Ce qui a fait que les Allemands ont été désarmés avec Jusqu'à des sanctions aujourd'hui. sur l'Allemagne. Et quand vous négociez en poste de faiblesse, c'est à vous que le poids de la guerre va peser. Donc il y a un problème de l'environnement. Dans quel environnement on peut dire signons la paix? C'est en établissant le rapport de force. Il n'y a pas une diplomatie dans la guerre sans un rapport de force sur terrain. Lorsque vous perdez de villages, lorsque vous perdez de cités et vous négociez, on va vous imposer. Si vous voulez que je vous rende, on va vous imposer même des sanctions, même vous désarmer. Ça, c'est un principe qu'il faut retenir. Deuxièmement, dans le contexte du Congo, où tout le monde a démontré que la grande bataille, même de ce que vous dites, la communauté internationale, c'est autour de l'économie des guerres, autour des matières premières stratégiques. Et beaucoup plus avec le monde anglo-saxon. L'Angleterre, le monde anglo-saxon a une vision sur les Kivu depuis très longtemps. Je l'ai dit à un moment, après la Première Guerre mondiale, il était question qu'on résout le problème des Juifs en leur trouvant un territoire. Le premier plan établi par le ministre britannique des Affaires étrangères pour donner un territoire aux Juifs, c'était le Kivu. Ok. Oui. Le premier plan, quand vous prenez le texte du premier plan de créer un État pour les Juifs, c'était le Kivu. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui vont faire échec à ces plans. En soulevant le principe comme est-ce que le tombeau de Jésus se trouve au Kivu? Est-ce que, comment on appelle encore leur ancien Le temple. le temple. Le temple de Salomon. Le temple de Salomon et tous les lieux saints ne se retrouvaient pas au Kivu. C'est ce qui a fait échec au plan du ministre britannique de pouvoir résoudre le problème de Juifs. Et vous comprenez que quand, après la fin de la Première Guerre mondiale, on devrait morceler le Balkan, l'Empire ottoman, c'est ce qui a fait qu'une politique a été mise en place pour, avec le ferme et le ceci, afin de donner aux Juifs un territoire. Donc, il y a ce regard-là du monde qui existe. Même l'AFDEL est venu dans ce contexte de l'influence anglo-saxonne dans le Kivu. Même notre adhésion à l'ESI, avec une tentative de l'Ouganda et du président kenyan, c'est beaucoup plus aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Ouest, qu'est-ce que le Congo central a à voir avec l'ESI? Qu'est-ce que l'Équateur a à voir avec l'Afrique de l'Est? Mais on intègre beaucoup plus ceux qui sont dans le Kivu pour subir l'influence anglo-saxonne. Et ça, il faut l'intégrer dans la... Et donc, quand on fait la diplomatie, vous pouvez dormir avec la France chaque jour, avec Macron. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons comme guerre, ce n'est pas une guerre classique. Ben, par moments, c'est la guérilla. Et on n'a pas de militaires formés à la guérilla. On vient de faire sortir le premier qui est sorti de l'école des guérillas pour apprendre la guérilla. Il vient de l'Égypte. Aujourd'hui même, on n'est pas dans une guerre terroriste. Quand le village tombe, les militaires congolais savent que les M23 sont sur la colline là. Et nous sommes sur une colline B, en train de nous lancer des obus entre colline et colline. C'est connu, non? Ils occupent la colline de Sunzu. Et les FARDC sont sur la colline de Sunzu. Entre colline de Nyunzu et de Sunzu, ils se battent, c'est connu. Et les gens arrivent à entrer dans un village avec des armes à main, avec des pick-up, avec tout ça, c'est visible. Donc ça n'a même pas un caractère terroriste, ils viennent, ils bombardent et ils fuient, comme le font les ADF Nalu. Les ADF Nalu, ils entrent dans un village, ils sabotent, ils partent. Une guerre asymétrique. On vous parle de 4000 militaires rwandais aujourd'hui. J'ai toujours compris que dans le chef stratégique, dans le cœur des Congolais, il y a une peur d'attaquer le Rwanda. Il y a une peur de croire que demain et que nous ne serions pas capables.
Mais aujourd'hui, il semble que notre armée est classée 8e armée africaine. Là, dans les top 10 des armées, le Rwanda n'est pas cité. Mais le Congo est cité comme 8e armée de l'Afrique. Il faut voir les critères aussi. Oui. Le grand mal, c'est que, je reviens sur ma thèse, la domestication du savoir. Nous achetons les armes où? Devant le même vendeur. Ouais. Nous achetons tous des Kalachnikov en Ukraine. Et les M23 et les forces armées congolaises, les Kalachnikov, on achète où? En Ukraine, non? Et des fois, ce sont les mêmes fournisseurs. Ben oui, c'est leur boulot. Ils forment une cargaison pour le FARDC et une autre cargaison pour les M23. Et vous allez vous retrouver sur le terrain avec le même équipement. Les tenues militaires, on les fabrique où? Ici? Non, c'est déjà local. Ici c'est local. Bon, c'est très bien. Mais avant, on importait où? Devant les mêmes fournisseurs. Oui, oui. Même avant aussi, on avait ça. Il y avait une dame qui fournissait. Qui me fournissait. Et vous pensez comme vendeuse, elle n'avait besoin que de marché congolais? Non, non, c'est plusieurs marchés. Même les plusieurs marchés qu'elle a besoin. Donc c'est sans problème que nous devons étudier. Mais l'autodétermination, dans toutes circonstances, c'est pour vous défendre, vous donner votre dignité. Ce n'est pas l'affaire d'un partenaire. Non, mais aujourd'hui, notre difficulté, c'est en interne. Il n'y a pas une certaine cohésion. Il n'y a pas une mobilisation. Il n'y a pas, ça ne se décrète à un moment donné. Non, à un moment, tu fais. Le problème d'incohésion, il n'y a pas cohésion à l'interne. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Des uns, des autres. Des uns, des autres, là, c'est qui? Pointer les responsables. Ah, vous voulez que je pointe le président de la République? Il n'est pas le seul. Allons-y. Oui, Madame Mbongo, le chef de l'État a parlé, c'est vrai, de l'opposition, tout ça, qui de fois accuse le chef de l'État de pouvoir modifier, changer la Constitution. Le président était très clair là-dessus, et le rôle que joue l'opposition, parce qu'il a dit une opposition qui n'a jamais accepté qu'il est le président de la République. Avec quel langage va-t-il s'approcher? Bon, on parle de Martin Fayoulou, Martin Fayoulou, parce qu'il a cité le nom, et voilà, jusqu'à borderline. Merci, madame. Mais excusez-moi, madame, je voulais dire quelque chose concernant l'aspect sécuritaire. Madame, tu sais, dans la vie, tout est fonction de risque. Tout ce que nous faisons, nous devons évaluer le facteur risque. Ouais. La guerre est un risque que nous devons prendre. Ça, c'est sûr. Monsieur Gandhi, on doit risquer. Nous ne savons pas ce qui nous arrivera en faisant la guerre. Me faire dire que je suis contre la guerre. Non, vous n'êtes pas simplement. En vous entendre, vous parlez mobilisation, il faut du temps, tout ça. Non, c'est ce que vous avez. Vous voyez, nous devons risquer. Le nombre d'officiers étrangers. Nous devons risquer de faire la guerre. On doit la faire. On doit la faire. Nous devons risquer la guerre, et nous savons qu'à l'issue de cette guerre, les donnes vont changer. Les donnes vont changer, ça je vous assure. Vous savez, au début du mandat de M. Félix Tshisekedi, il est arrivé à un moment où la population voulait en découdre avec le Rwanda, et la population était à la frontière. Et la population voulait entrer. On a interdit à la population voulait entrer main nue. Vous savez c'est qui serait arrivé? Le général Mbujamabe, quelqu'un l'a évoqué ici, paix à son âme. Il a foulé ses pieds au Rwanda. Et vous savez que quand le général Mbujamabe a foulé ses pieds au Rwanda, M. Kagame pliait ses bagages pour fuir. Donc pour te dire, on doit risquer. Fini cette diplomatie-là, diplomatie agissante, armée montante, mais nous devons risquer. Qu'on cesse de nous distraire avec les CCF. Même si aujourd'hui l'Union européenne prend des sanctions contre le Rwanda, d'abord le Rwanda doit rembourser l'argent de la Grande-Bretagne. Aussi. Ah oui, il doit rembourser l'argent de la Grande-Bretagne. Qui cesse de faire le têtu. Et madame, concernant le point de presse du chef de l'État, d'abord on fait parler le président alors qu'il est convalescent. Vous voyez un peu ce que ça fait. Concernant l'opposition, madame,
Le président dit, voilà, devant lui, il ne sent pas que les opposants sont prêts à venir vers lui, les opposants qui ne savent pas apprécier les bonnes choses. Il parle de Fayulu qui ne reconnaît pas sa réussite aux élections. Il parle de Katumbi, M. Katumbi, qui il est en même temps politicien, en même temps président d'un club sportif, il est en même temps zambien, il est en même temps juif, il est en même temps congolais. Vous voyez un peu... Donc, là, c'est vous qui ajoutez, là. Oui, c'est un c'est ça, le donc, il est plusieurs choses à la fois, donc... c'est un peu difficile de traiter avec un monsieur de ce genre. Mais lorsque le chef de l'État dit que les opposants... Il a félicité Mouzito, il a félicité Mukwege pour dire que ce sont des vrais hommes d'État parce qu'ils arrivent quand même à apprécier les bonnes choses qu'il fait. Mais je poserai une question, madame. Lorsque Mouzito... Il a parlé de la 6e revue que nous venons d'achever. Mais lorsque M. Mouzito était Premier ministre, avec M. Mouzito, nous avons atteint le point d'achèvement. En ce temps-là, le président Félix était dans l'opposition. Nous n'avons pas vu là où le président de la République avait apprécié à sa juste valeur le fait que nous avions atteint le point d'achèvement. Donc, il y a eu quand même beaucoup des actions qui se sont faites pendant l'époque Kabila, mais nous n'avons pas vu le président apprécier ça. Mais pourquoi aujourd'hui il est chef de l'État, il veut qu'on apprécie les bonnes choses que lui fait? Non, Mouzito, il donc, fait une bonne analyse. Vous demandez quelque chose que vous n'avez pas eu à faire quand vous étiez dans l'opposition. Et il a aussi parlé de l'affaire détournement, où il dit, voilà, on ne peut pas on va sortir le cadavre de quelqu'un quand il doit se défendre. Mais madame, vous savez, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, mais il y a aussi un côté positif des réseaux sociaux, madame. Aujourd'hui, l'administration s'est fait par les réseaux sociaux. À qui la faute? Vous avez un communiqué de la présidence, de la primature, pour que ça fasse large diffusion, c'est dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même l'administration se fait dans les réseaux sociaux. On ne devait pas accepter des choses comme ça. Il y a 10 ans, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas, madame. Communiquer de service dans les réseaux sociaux. Alors que les communiqués, les notes circulaires, les notes de service, on les affiche. On les affichait. On les affichait. N'atteignait pas, c'est un problème d'efficacité. Mais aujourd'hui, on trouve qu'avec les réseaux sociaux, les informations partent vite. Donc, ça a un côté positif, ça a aussi un côté... Et les affaires de détournement, nous les connaissons grâce aux réseaux sociaux. Bien que M. Jules Alinguette utilise aussi le même canal, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc on n'a pas à condamner les réseaux, alors que les réseaux sociaux nous aident à avoir les informations en temps réel. Non, alors cette affaire de détournement, on doit quand même contrôler. Ce n'est pas, oui. Ben, il faudra maintenant créer un cadre, parce que les informations aussi passent tout le temps. Concernant l'affaire de détournement, mais il y a des gens qui sont en prison à cause de cette affaire-là, fourragère, lampadaire, ainsi de suite. Mais c'est seul le concerné là qui n'est pas en prison. Madame, on doit quand même se le dire. Il y a encore une autre affaire qui vient de bondir là avec le Foner. Mais madame, on doit voir clair dans cette affaire. En parler n'est pas un péché. En parler n'est pas un péché, madame. Et il dit encore que le Congo, la RDC est une très belle femme, attirante, mais pas présentable. M. Gandhi, à l'entame de l'émission, l'a évoqué. La RDC a tout. Cassitérite, coltan, les belles femmes, beaucoup d'argent dans le pays, des beaux garçons, des belles filles, des belles femmes. Voilà. Ça lui cause des problèmes aujourd'hui. On lui fait la guerre. Mais il dit pas très présentable. C'est le contraire. Oui. Mais il dit quelque chose et après, il dit qu'elle n'est pas très présentable. C'est pour cela que les investisseurs peut-être ne sont pas intéressés à venir. Madame, nous sommes un très beau pays, les investisseurs peuvent aussi venir, mais comme le dit toujours M. Lokaka, nous devons nous organiser à l'interne, même pour que les investisseurs viennent. Et aussi parler à nos dirigeants, ceux qui sont censés attirer ces investisseurs-là, qu'ils les laissent d'abord venir. Parce que nous avons besoin de résorber le chômage. Dans les 6 engagements, il a parlé de créer à peu près 6 millions d'emplois.
Dans 4 mois, c'est la fin de l'année. Cette année, on doit nous dire qu'on a produit 1 million d'emplois. À la fin de l'année, décembre 2024, discours à la nation, le chef de l'État devra être capable de nous dire que cette année, j'ai produit autant d'emplois. Donc, on devra créer des conditions pour que ces investisseurs-là viennent et non que des ministres commencent à réclamer des parts ou réclamer des commissions pour que les dossiers puissent passer. Et encore, il a parlé de la Constitution, que moi, ça m'a soulagé quand il a dit qu'il ne peut pas toucher les articles verrouillés. Vous aviez cette peur-là qu'il Oui, moi j'avais peur qu'on puisse lui accorder encore beaucoup d'années. Vous voyez un peu. Donc il reste respectueux de la Constitution et ça, je salue. Il est vraiment un homme d'État. Nous allons continuer avec la même Constitution. On peut changer. Oui, on peut changer. Modifier. Alors, si on modifie, on ne parlerait plus d'une nouvelle. Les verrouillés peuvent être déverrouillés. Oui. Parce que c'est une nouvelle Constitution. C'est ça maintenant la question. Il nous faut une nouvelle Constitution. Non, mais lui, il est allé dans le sens on de va modifier. changer certains articles de la Constitution. C'est là le débat aussi. Il y a 2 thèses. C'est là le débat. Il y a Soit la on a première une thèse nouvelle que c'est constitution la ou on Constitution fait un actuelle est une réaménagement. Constitution des belligérants. Et donc, il nous faut la nouvelle. Si nous maintenons la Constitution des belligérants, on modifie certaines dispositions. Quelle est l'option qu'on lève? Parce que le président en a parlé aussi de dire c'est une Constitution des belligérants. Ouais. Et c'est une Constitution qu'on a copiée, avec copié-collé avec ce qui ça, se fait Donc, chez les autres. en conclusion, il nous faut une nouvelle Constitution. Ça n'a rien. L'article 20 ne sera pas dans la nouvelle. Merci, madame. Oui, Vous avez une fini. nouvelle constitution, oui, mais qu'on respecte les mandats, on n'a pas à changer. Pour chercher aussi à ce que quand il faudra nommer, quand il faudra faire des conciliabules, qu'on ne prenne pas trop de temps. Vous voyez, un pays avec 1000 partis politiques, quand il faut faire des mises en place au gouvernement, tout le monde se jette sur le L'assainissement doit gâteau. commencer par là. Et ça prend trop de temps. Quelqu'un évoquait ici le problème du Sénat. Les autres sont en vacances, mais le Sénat, on doit voter le bureau définitif, alors que le règlement d'intérêt avait déjà été fait, la validation des mandats était déjà faite, mais à cause des positionnements, l'UDPS veut tout avoir, AFDC veut aussi avoir quelque chose, au lieu qu'on fasse les choses rapidement, mais on est en train de perdre de temps, or le temps passe. D'accord. Et le temps là nous coûte cher. Ça nous coûte vraiment cher et l'ennemi en profite parce que même le président de la République lui-même l'a reconnu que pendant nous sommes en train de chercher à trouver des solutions sur des problèmes qui ne comment à répondre aux ambitions des gens. Non, à répondre aux ambitions des gens. Voilà, c'est le pays qui perd et l'ennemi en profite parce que le temps c'est l'argent. Alors nous passons nous laissons passer le temps, alors l'argent nous échappe aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si j'ai donné la parole aux deux, parce qu'ils n'avaient pas le même temps de parole que vous, on nous signale que nous sommes arrivés à la fin. Et là, nous n'avons pas abordé la question de la vie, de la vie chère, de la population. Un aspect dont on parlait sur la diplomatie. Je ne pouvais pas laisser Gandhi. Qu'est-ce que Gandhi a fait aujourd'hui, la diplomatie avec Gandhi? Vous l'avez mis sur la scène. Ils ont mal capté le jeu. 20 millions, 50 millions. Je voulais parler. C'est ce que vous avez retenu. Alors que je vous ai parlé. S'il vous plaît, vous allez. Oui, qu'est-ce que vous aller en voulez? guerre avec 300 officiers qui viennent de l'Ouganda. Attendez, si cela ne vous plaît pas, je vais rapidement. Vous n'avez qu'une En minute, tout cas, s'il vous plaît. sous réserve de l'historien Ngambi. Moi, j'insiste. Le problème du Congo ici, ce n'est pas un problème à prendre ça à la légère. Donc, personnellement, on ne peut même pas citer le Rwanda. Au regard de l'histoire politique, sur les multinationales. Donc c'est pourquoi le président Kabila ne citait jamais le Rwanda. Non, c'est-à-dire... Il avait peur. Non. Les le traité d'Arusha. S'il vous plaît. Attendez. Matériel. S'il vous plaît, allez-y. Non, on peut rentrer dans le cadre normal de l'émission. Moi, j'insiste.
sur l'histoire et les faits. C'est pour résoudre le problème. Parce que c'est comme ça que j'ai sollicité qu'il y ait une direction de sécurité et d'intelligence. Donc on doit créer un service de sécurité et d'intelligence. Parce que c'est dans ce service-là, les historiens, les anthropologues, les politologues, les juristes, ils seront là pour peaufiner ce genre de choses. Les multinationales, non, c'est le conseil. Les multinationales qui sont impliquées, et ces multinationales n'ont pas de pays. Le Rwanda est utilisé comme un courtier. Et pourquoi le Alors ces multinationales avec ces humanoïdes... Nous perdrons 1 million d'habitants. Je ne pense pas que ces multinationales seront derrière lui. Écoute, mon frère Banimo, nous Africains, on est passionnels. C'est-à-dire nous voulons résoudre nos problèmes comme Nzamba Zarayabiso. Parce que nous n'étudions pas. La CIA actuelle ne fonctionne pas avec les données de 2024. Il fonctionne avec les données de 2054. Donc pour nous, c'est dépassé. Merci. Nous voulons faire les choses de 2024. Parce qu'il n'y a personne qui a étudié, planifié comment on va gérer le Congo de 2025 et 2020. On n'en a pas. Ce qui fait que nous faisons des choses à l'immédiat. On est dans le conjoncture. Alors, comme nous sommes dans les conjonctures, nous devons être sérieux envers nous-mêmes. Les 9 pays ont des problèmes de guerre. L'Angola nous a pris. Même si on part négocier chez Lorenzo, il a déjà une portion des terres du Congo vers le Bandundu et à Congo du Congo central. Le Congo-Brazzaville d'en face a pris les îles partout. Il a tout pris. On a un problème. Vers le Centrafrique, il y a déjà pénétration dans tous les Mobile Bongo et les Yakoma. C'est sérieux avec les gens qui sont venus de la Libye et autres. En Ouganda, l'Ouganda a déjà pénétré la grande province orientale avec les gens qui ont quitté de l'autre côté. Les Mbororo. Alors, n'en parlons pas, le Soudan du Sud. Alors, Rwanda et Burundi, n'en parlons pas. La Zambie a déjà pris les portions pour exploiter les minéraux et autres. Donc, nous sommes déjà pas en guerre avec... C'est comme ça que je dis on ne cite pas le Rwanda. Les 9 pays déjà sont en guerre de terre avec nous. Les 9 pays. Maintenant, à l'interne, en dehors de ces pays, on a les Mobondo. On a les gens qui vous avez une bande qui se promène dans la ville. Eux-mêmes, ils sont États. À l'intérieur, vous avez des gangsters à la ville. Laissez notre force du progrès tranquille. Non, je sais que tu es là. Et ils sont traqués. Alors, vous avez déjà des bandes à l'interne, plus la bande qu'on ne cite pas, Kuluna. Une bande armée qui vous fragilise d'abord. Alors, au regard de ça, il faut du sérieux. D'accord. Il ne faut pas la passion. Et pour résoudre le peu que nous voulons, pour réunifier le pays. Parce que le chef de l'État veille sur la Constitution. Il va protéger l'intangibilité des frontières. Maintenant, s'il y a un élément qui détient les frontières, il faut l'appeler pour avoir les frontières, afin que le serment soit respecté. C'est comme ça qu'il faut renouer la CPGL. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Nous avons... Oh là là, là... Forum des médias, nulle part ailleurs. Je vous dis qu'on vous donne de la matière. Vous avez de la matière. Les ultra-patriotes ont préparé un très beau plat aujourd'hui. Même moi-même, en tout cas, j'ai été très bien enrichi, très bien servi. Merci beaucoup à vous tous pour vos analyses. Merci à tous les téléspectateurs. Nous avons, pour terminer, Colonel, il nous a écrit. En tout cas, il nous écrit, il nous suit chaque dimanche. Colonel Bawete Lomanga Didier, qui est malade, il demande à ce qu'on puisse décanter sa situation parce qu'il doit aller se faire opérer à New Delhi, en Inde. On a déjà tout réuni, en tout cas toutes les conditions, mais il reste seulement au niveau des finances de pouvoir décaisser l'argent, sinon donc il va mourir. Alors nous allons demander, en tout cas, Forum des médias demande à ce que la situation du colonel Bawete Lomanga Didier puisse être décomptée. Et puis nous voulons vous informer que la RTNC de développement, parce que nous parlons de cet élan patriotique, organise une campagne patriotique à
à partir du 17 août, parce que vous avez parlé de la force de l'information. C'est lui qui a l'information, a le pouvoir. Alors nous allons armer nos enfants, nos élèves, parce que l'école aujourd'hui est devenue ce qu'elle est devenue. Il y a plus, on n'assure plus le cours d'école. Éducation, voilà, SM, tout ça. Alors nous allons prendre la relève pendant 2 semaines. Nous allons armer nos enfants. Ils viendront avec des poèmes pour montrer que comment le patriotisme coule dans nos veines. Alors, je vous invite, vous, les analystes des forums des médias, à accompagner cette campagne patriotique. Vous serez en face des enfants, ils vont vous poser des questions et à leur tour, les enfants vont relayer l'information et ce n'est que comme ça que nous allons mobiliser. Nous avons jugé bon de commencer avec les enfants. Ne dit-on pas que les enfants... Oui, ça sera ici. On va vous... la semaine prochaine, je vais vous dire comment ça va se passer. Suivez seulement la RTNC2, vous allez voir les spots qui vont passer et ça va emballer tout le monde. Et ça sera avec le concours des 26 provinces. Parce que nous nous sommes dit que si le Congolais ne connaît pas son pays, ne connaît pas les valeurs que regorge son pays, les richesses, il ne saura pas bien les défendre. Alors les 26 provinces, chacun à son tour, chacune à son tour, avec le concours de tous les gouverneurs, ils vont présenter les valeurs que regorge chaque province pour permettre aux enfants de bien défendre leur pays. Parce que c'est une grande armée, ces enfants-là, en termes de démographie. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.